Remue-Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue-Ménage. Remue-Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue-Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, tous les intellectuels. Avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Le rapport de l'IGE et le scandale financier, quelles solutions pour éviter ces genres de situations? Quel impact sur l'économie sénégalaise? La réforme du code pénal condamnant les détourneurs de deniers publics, quelle analyse faut-il en faire? Les réseaux sociaux et les services, comment le Sénégal peut-il tirer profit de toutes ces opportunités? Pour en parler, Remue-Ménage reçoit ce dimanche Dr Ibrahima Thiam, enseignant-chercheur à l'université de Thiès, spécialiste des questions monétaires et financières et des questions de politique publique. L'autre invité, Moussa Diop, journaliste spécialiste des questions de réseaux sociaux et économie, ex-responsable éditorial à Africa 24 et diplômé en histoire. Remue-Ménage, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur la RFM avec Alassane Samba Diop. Dimanche 25 août 2013, merci de votre fidélité à Remue-Ménage. En ce moment, la presse sénégalaise s'apprête à porter à terre notre confrère photographe à Sud Communication, Thiemoko Koulibaly. Nous nous inclinons devant sa mémoire et prions Dieu de l'accueillir en son paradis. Nos condoléances à la presse sénégalaise et plus particulièrement à notre doyen Babacar Touré, même aussi Moussa Diop qui est dans ce studio, qui est venu nous accompagner dans cette émission, vient de perdre aussi sa cousine ce matin. Nous nous présentons nos condoléances. Nous sommes donc dans ce studio Eva Mbaye avec Dr Ibrahima Thiam, enseignant-chercheur à l'université de Thiès, spécialiste des questions monétaires et financières et des questions de politique publique, co-auteur du livre Structure et dynamique de l'économie sénégalaise. Moussa Diop, journaliste diplômé d'histoire, spécialiste des réseaux socio-économiques et ex-chef éditorial à France 24, correspondant des quotidiens à France Africa 24. Correspondant du Soleil à Paris. Merci monsieur donc d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, l'actualité de la semaine, c'est le rapport de l'inspection générale l'IGE qui a sorti son rapport et qui a épinglé beaucoup de ministres et beaucoup de gestionnaires de sociétés publiques ou bien d'entités publiques. Le rapport parle de plusieurs milliards de francs CFA dilapidés. Il y a même des poursuites judiciaires qui sont réclamées par les inspecteurs qui ont travaillé. Moussa Thiam, aujourd'hui, quelle analyse faites-vous? Ibrahima Thiam, quelle analyse faites-vous aujourd'hui de ce rapport de l'IGE? Pratiquement chaque année, les rapports sortent, épinglent des Sénégalais qui ont géré les deniers publics où on demande des poursuites judiciaires. Merci, M. Alassane Samba Diop, pour votre invitation qui honore ma personne et qui honore aussi la jeune université de Thiès. Permettez-moi avant tout de faire un petit témoignage sur votre émission Remue-Ménage, que je considère très suivi parce qu'hier j'ai essayé d'envoyer quelques SMS à des personnes ressources, à des amis. Et le retour, moi-même j'étais agréablement surpris parce que tout le monde me dit que c'est une de mes émissions préférées et que je le suis. Même si vous ne m'avez pas informé, je serai certainement en train de vous écouter. Donc, merci aussi, je salue aussi mon Moussa Diop que j'ai l'honneur aujourd'hui de rencontrer, de retrouver parce qu'on a eu par le passé à nous voir et à nous connaître. Donc, comme vous dites, hein, c'est un rapport qui a laissé couler beaucoup d'encre et c'est normal parce que c'est les finances publiques, c'est le contribuable qui met son argent ou sa dépense et qui attend beaucoup de choses. Surtout qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la demande sociale est de plus en plus forte. D'autant plus que tout est prioritaire. C'est ça aujourd'hui même la difficulté de la population, des autorités, de la société civile, des hommes de tout ordre. Tous les acteurs économiques, même nous spécialistes, on a du mal à trouver la meilleure voie. Parce que quand tout est prioritaire et qu'on sait que pertinemment, pour gouverner, il faut des politiques. Et qui dit politique, il faut comprendre, c'est simple, hein, ça signifie qu'il faut choisir. On ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas satisfaire les besoins en même temps. Donc le rapport, c'est-à-dire c'est un peu pour introduire avant d'aller directement sur... Parce qu'il faut pour moi éclairer, d'abord essayer
d'expliquer aux personnes les réalités avant de se plonger sur ces rapports. Même si on voit aujourd'hui les frustrations de tout ordre, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui interpellent les autorités, qui interpellent les Sénégalais. Et c'est normal qu'aujourd'hui, les deniers publics font ce genre de réaction. Donc, sur l'IGE, tout le monde salue ces genres de rapports parce que ça permet de mettre l'accent sur la transparence, la bonne gouvernance, et c'est ce qu'on cherche en réalité. Mettre l'argent du contribuable n'importe où, ça crée des frustrations, je l'ai dit tantôt. Donc, mais j'ai écouté aussi la fois dernière et je vois qu'aujourd'hui les gens, ce qui les intéresse, c'est un peu le suivi même. C'est-à-dire les rapports, c'est important, on en fait, c'est pas la première fois. Certainement cette année, il y a une innovation parce qu'en réalité, ce n'était pas accessible au grand public. Cette année, on a fait en sorte de montrer aux gens que voilà comment vos ressources ont été gérées. Et ce qui choque le plus, c'est les milliards en fait. Parce que les Sénégalais, jusqu'à présent, certains disent qu'on ne comprend pas ce que veut dire 1 milliard. Et surtout quand on dit 300 milliards, 400 milliards, avec, excusez-moi, des procédures qui n'ont pas tout à fait respecté les règles édictées par le Code des marchés publics. C'est normal que tout le monde se mêle et c'est normal aussi que les gens soient aussi inquiétés. Maintenant, je l'ai dit, c'est le suivi. Il y a aussi, je pense qu'il faut noter d'abord qu'il y a un consensus sur ces rapports. Tout le monde est d'accord aujourd'hui au Sénégal, en tout cas c'est mon avis, je pense que la majorité en tout cas est d'accord sur la pertinence de cette transparence dans ces comptes. Mais la difficulté peut-être c'est au niveau de la démarche, que les gens ne sont pas souvent d'accord au niveau de la démarche. Les gens souvent ne sont pas aussi d'accord sur la crédibilité de ces rapports. Est-ce que les deux parties sont mis à contribution? Est-ce que l'autre a quelque chose pour se défendre et ainsi de suite? Les gens aussi peut-être ne sont pas d'accord même sur le fait que l'IGE soit directement rattaché à la présidence de la République. Est-ce que, suivant cette considération, l'IGE est une institution indépendante ou pas? Ça aussi, ça fait débat. Et nous, aujourd'hui, je pense qu'au fur de l'émission, on aura à discuter de cette question. Moussa Diop, Thiam a posé la question du suivi des rapports. Souvent, les rapports sont faits, mais mis dans les tiroirs. On dit aux Sénégalais que votre argent a été détourné, mais il n'y a pas de suivi. Avant de répondre à votre question, Alassane, j'aimerais quand même vous saluer vous-même et vous remercier de l'invitation. Saluer également Ibrahima Thiam, que je retrouve ici à Dakar. Nous avons eu à partager la même université en France. Et vous remercier également, Alassane, par rapport à l'annonce que vous venez de faire, par rapport au deuil qui me frappe depuis, je précise, le milieu de la semaine. Donc, sur le rapport, il est vrai que ce n'est pas la première fois qu'un tel rapport est publié ou bien sort dans la presse. La question principale est quel est le suivi de ce rapport? Parce qu'il y a une forme d'impunité qui continue à exister ici au Sénégal concernant des gens qui détiennent ou bien qui devaient gérer les deniers publics. Cette impunité-là, si elle continue à exister, si elle continue à avoir cours, comme ce fut le cas dans les années précédentes, je pense que ce sera un mauvais signal donné à la population sénégalaise. Nous sommes dans une période d'hivernage, la saison des pluies, comme dirait l'autre, et cette saison des pluies est la source de beaucoup de souffrance de la population sénégalaise. Pour ceux qui habitent en banlieue ou bien ceux qui viennent des quartiers dits populaires, tout le monde connaît les souffrances auxquelles les Sénégalais urbains qui vivent en ces temps-là. Donc un tel rapport où on parle de milliards dilapidés, de millions gérés par tel ou tel, des services fictifs, je pense que l'idéal serait que le gouvernement, les instances, les autorités donnent un signal fort en faisant, comme ce fut le cas avec la traque des biens mal acquis, donnent un signal fort et puissent poursuivre, mais vraiment dans les plus brefs délais, les personnes qui ont été incriminées dans ce rapport, qui ont été épinglées dans ce rapport. Oui. Thiam, le problème qui se pose aujourd'hui, si on constate bien, c'est que souvent ceux qui prennent l'argent font là une sorte de fonction de redistribution de l'argent aux populations les plus pauvres. En général, si elles sont épinglées, c'est elles, les populations dont on a pris leur propre argent, qui les défendent.
Oui, c'est assez paradoxal, mais aussi il faut dire qu'aujourd'hui les gens souvent sont avertis, hein, même les gens qu'on suppose, parce qu'il faut aussi que le droit soit libre, ils ne sont pas, ils se protègent en réalité. Mais on est dans un monde très politisé aujourd'hui au Sénégal. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, même l'économiste recule en rang. Du temps, quand nous, on lisait nos ouvrages de politique économique, on voyait que l'économiste est au cœur du système. C'est l'économiste qui conseillait le roi et qui conseillait l'homme politique, ainsi de suite. Et l'homme politique, c'est lui, il maîtrise les institutions. La fois dernière, j'ai discuté avec un ami de Mamadou Ndione de la Banque mondiale. Et sur ce qu'on disait, en réalité, ça tournait même sur... on a des institutions, on a beaucoup de ressources. Et est-ce que même ces institutions sont à ce niveau? C'est-à-dire, c'est comme si on a assez de ressources, on n'a pas prévu des institutions fortes, des structures fortes, capables de défendre ou de mettre en œuvre ces ressources. Et donc, aujourd'hui, la population, elle aussi, il faut le dire, hein, elle n'est pas... elle est trop impliquée politiquement. Et on ne peut pas, nous, aujourd'hui, en tant qu'économistes, souvent, donner un avis. Et souvent, quand on parle en réalité, les gens pensent que c'est difficile, en fait, de parler aujourd'hui au Sénégal. Quel que soit ton avis, on dit que tu es du camp du pouvoir ou dans une sorte de société manichéenne. Exactement. C'est un peu ça aujourd'hui les difficultés. Donc, je pense qu'il faut investir, comme disait mon ami, investir aujourd'hui sur l'homme. Les textes, c'est très important. Les documents, c'est comme les documents de politique économique, c'est très, très important. On fait beaucoup de documents très bien faits, des livres, des recommandations, mais comme on a dit tout à l'heure aussi, c'est le suivi. On dit, c'est des recommandations, mais qu'est-ce qu'on fait de ces recommandations? Voilà ce que je voulais dire. Moussa Diop, comment on peut comprendre aujourd'hui des populations qui peut-être sont dans la banlieue ou bien dans l'intérieur du pays, qui voient quelqu'un épinglé dans un dossier où il a pris l'argent qui leur appartient et que ces mêmes populations se retournent pour protéger cette personne? Moi, je pense qu'il y a le développement, c'est d'abord une idée avant d'être quelque chose, des actions et autres. Et au Sénégal, il y a ce manque-là. Et il y a également un manque d'éducation. Les populations ne sont pas très bien éduquées, excusez-moi du terme si mes paroles peuvent vous blesser. Et ce défaut-là, on peut le voir sur ce que vous venez de dire, Alassane, c'est-à-dire des gens, c'est comme le syndrome de Stockholm, quelqu'un qui a été kidnappé, qui finit par défendre son kidnappeur. Donc, à ce niveau-là, la gestion des biens publics, les gens peuvent ne plus faire attention comme ça devait l'être. Qu'est-ce qu'une république? Nous, au Sénégal, nous sommes dans une république. Une république, c'est un corps social qui confère un mandat à un corps politique pour une période bien déterminée. Et ces gens-là, à qui on confère un mandat, ont des droits, mais ont également des devoirs. Et si ces devoirs-là n'ont pas été bien exécutés, il va sans dire que c'est même une évidence que ces personnes doivent payer, doivent être jugées, et la justice devra, donner un avis sur leur comportement et leur action. Comment ce que vous dénoncez tout à l'heure, Alassane, sur ce que vous expliquez, vous ne le dénoncez pas, c'est une question, sur le fait que les Sénégalais défendent même ces personnes-là, je me répète peut-être, mais c'est vraiment quelque chose qui ne me surprend pas parce que c'est enfoui chez nous. On a fini par comment l'expliquer encore, par faire notre pas mal de mots, pas mal de quelque chose qui est ancien chez nous, qui est ancré chez nous. Je reprends la fameuse maxime Wolof qui dit que Ngour lek ak nan fo leku day betay. Si dans notre conscience populaire, dans notre conscience collective, on continue à incorporer des maximes de ce genre, les gens peuvent s'attendre à de pareilles réactions. Ce n'est même pas une réaction, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Vraiment. Ce serait bien que les sociologues se penchent sur cette question bien précise pour voir comment les Sénégalais sont dans une sorte de vénalité dans la gestion des ressources. L'autre débat que vous avez posé, c'est quand même l'indépendance des corps de contrôle. On a vu en France, on parle de la Cour des comptes qui est assez indépendante dans son travail, que l'IGE d'aujourd'hui doit peut-être quitter la présidence et être confiée en entier pour qu'elle soit beaucoup plus équitable dans son travail.
Tout à fait. En tout cas, la discussion est ouverte depuis quelque temps. Même avec les amis, on n'a pas souvent le même point de vue. Moi, je pense que le plus important, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que je ne l'ai pas développé, c'est investir sur l'homme. Parce que on peut ne pas être attaché à la présidence et toujours suivre... Être un pierre. Ouais, exact. C'est toujours possible. C'est comme les institutions. Toujours on dit, dans ce cas, même le ministère de la Justice, on peut ne pas parler du ministère de la Justice. On dit que c'est rattaché à la justice, l'indépendance de la justice, alors qu'on a aussi un ministère de la Justice dont le ministre est nommé par le président de la République. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on tende vers un changement de paradigme, que de plus en plus que les gens soient plus responsables. Et l'idée derrière, moi, je prends l'exemple souvent de la Fed, de la Banque fédérale des États-Unis, où le gouverneur, souvent, il est nommé par un mandat souvent qui dépasse le mandat du président de la République. C'est une solution, c'est pour montrer que lui, il est là, tu vas partir avant moi, plus ou moins. Tu risques de partir avant moi. Donc, moi, c'est comme une autonomie de gestion. Il y a même des gens aussi, ils font en sorte que tu es nommé sur 10 ans, sur 15 ans, pour montrer que toi, on t'a choisi par tes compétences, par tes qualifications, et aussi essayer de faire ce qu'on appelle un contre-pouvoir. Souvent, ce qui manque au Sénégal, c'est le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, c'est simple, hein, c'est le fait de contrôler celui qui contrôle en réalité. Et c'est un peu ce qui, je pense, c'est ça la solution. Mais le fait que l'IG reste à la présidence, que l'IG sorte à la présidence, à mon avis, c'est mon avis, hein, c'est à mon humble avis, ça ne réglera pas la question peut-être. Maintenant, derrière ces gens aussi, il faut leur faire confiance. C'est des citoyens responsables, c'est des gens qui sont conscients de leur métier et qu'on doit aussi faire confiance. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a ce qu'on appelle une crise de confiance. Même entre personnes, ressources, entre des individus, il y a une crise terrible de confiance au Sénégal qui fait que toujours on pense que l'autre ne va pas bien faire. Il faut qu'on confie. C'est comme au Sénégal aujourd'hui. On a confié au président de la République une mission, mais derrière on dirait qu'on ne lui fait pas confiance. Il y a un problème. C'est-à-dire il faut que les gens aussi sachent ce qu'ils veulent. La démocratie, c'est ça. C'est la loi du plus grand nombre. C'est-à-dire celui qui est devant, il a été nommé parce que la majorité de la population a choisi cette personne. Donc, il faut que les autres aussi se préparent. Pourquoi ils n'ont pas gagné? Ils vont se préparer en conséquence. Mais on ne peut pas éternellement être en politique comme c'est le cas aujourd'hui au Sénégal. Moi, je suis désolé, mais on pense qu'aujourd'hui, on dirait que tout le monde ne regarde que la présidence ou les ministères, ainsi de suite. On a même oublié que nous-mêmes, on est des acteurs de développement, qu'on doit aller travailler, qu'on doit aller aussi donner nos idées, nos inputs, ainsi de suite, pour le développement du Sénégal. Voilà. Mais quelles sont les solutions aujourd'hui, Moussa Diop, qu'il faut mettre en place pour éviter justement ces genres de situations? Que ceux-là qui sont là aujourd'hui, qui gèrent le pays, que dans 5 ans ou bien dans 10 ans, qu'on ait les mêmes rapports? M. Thiam a donné un début de réponse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au Sénégal une séparation à ce niveau-là par rapport à des corps de contrôle. En France, pour parler d'un pays que je connais un peu, il y a ce qu'on appelle la Cour des comptes, qui chaque année épingle les autorités françaises sur la gestion des deniers publics. Il y a 2 personnalités assez importantes en France qui sont Didier Migaud, de la Cour des comptes, et René Dosière. René Dosière, tout le monde sait que c'est un socialiste, mais malgré le fait que la gauche soit actuellement au pouvoir, continue à traquer et à voir comment l'Élysée, le palais présidentiel en France, gère les deniers publics. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu son livre sur l'argent caché de l'Élysée, qui est une étude bien faite sur tous les plans, des recherches, des comptes sur les 5 dernières années de la gestion de l'État. Comment les deniers publics ont été gérés par l'État, par la présidence française. Au Sénégal, il y a l'IGE. Mais au-delà de cela, M. Thiam l'abordait tout à l'heure, est-ce que l'IGE va s'attaquer à la présidence de la République sénégalaise sur sa manière de gérer les deniers publics? Au-delà des personnes qui ont été incriminées. La Cour des comptes aussi. Oui. L'indépendance de plus en plus prononcée qu'on doit donner à la Cour des comptes pour que ceux qui sont là-bas puissent faire le travail à toute indépendance. Il a posé le débat sur le mandat. C'est-à-dire que même si c'est le président qui les nomme, que le mandat soit inamovible et qu'il soit élu et qu'il rende compte qu'au Sénégal. Ça, ce sont des bases de la démocratie. Une séparation des corps et des pouvoirs. Et si cette séparation-là existe réellement, je pense que nous n'aurons pas à nous poser cette question-là. Est-ce que vous pensez, Alassane Samba Diop, qu'il est normal qu'un président nomme ou bien puisse mettre sur place des gens qui doivent le contrôler?
c'est quand même problématique. Donc moi je pense que si nous allons vers ce chemin-là, vers une plus grande indépendance de ces personnes chargées de contrôler, de ces institutions et organisations chargées de contrôler comment la gestion des deniers publics est gérée, je pense que nous commençons par trouver un début de réponse, un début de solution. Mais même concernant justement la justice, on en parle un peu, c'est le Conseil suprême de la magistrature, c'est un prône aujourd'hui que ce conseil ait beaucoup plus d'indépendance et que les membres du conseil ne soient pas choisis ou bien représentés par le président, que ceux qui sont là-bas soient complètement indépendants. Effectivement, c'est à peu près le même problème un peu partout au Sénégal. L'indépendance de la justice, l'indépendance même des économies d'une manière générale, partout le problème se pose. Mais moi, à mon avis, le plus important aussi, au-delà de cette question, c'est de faire un effort de sensibilisation de la population. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens se prononcent sur beaucoup de choses sans avoir assez de visibilité. Aujourd'hui, quand il dit gré à gré, le citoyen lambda, il dit gré à gré, il pense que c'est très très mauvais. Mais il faut aussi réfléchir comment le Code des marchés publics a prévu, par exemple, ce dispositif dans sa procédure. À mon avis, il y a un effort terrible d'information, de sensibilisation, mais c'est très important que la justice soit autonome, qu'on donne mandat souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut verrouiller le système de sorte que la personne se sente... Mais derrière ça, je le répète souvent, aujourd'hui, à mon avis, il faut mettre l'accent sur la personne, que les Sénégalais comprennent qu'ils vont rendre compte. Même, c'est comme un musulman, on peut même aller vers même le musulman aujourd'hui, son comportement vis-à-vis de sa religion. De la même manière aussi, quand il gère les deniers publics, on te confie, c'est pas pour toi, tu as ton salaire, tu as tes indemnités, il faut se limiter à ça. Et même aussi, en face aussi, si les gens le fassent, arrivent à le faire aussi, c'est qu'il y a une partie aussi en face qui l'accepte. Il y a une partie en face qui l'accepte. Il faut que les choses se disent aussi clairement. Si aujourd'hui, on ne peut pas, même si on parle de corruption d'une manière générale ou d'indépendance, il y a des gens, c'est un groupe. Il faut que les autres aussi arrivent à refuser d'être dans des magouilles, ainsi de suite. Oui. L'autre question, ça nous permet d'aborder la réforme du code pénal proposée par la ministre de la Justice en disant qu'aujourd'hui, que ceux qui ont géré les deniers publics qui ont été condamnés et qu'ils puissent être inéligibles pendant 10 ans. Ça porte un débat. Certains disent que c'est une façon d'éliminer des potentiels adversaires de Macky Sall. C'est une question, ce sont des inquiétudes, des interrogations qui peuvent être légitimes. Je pense que sur le plan politique, d'aucuns disent que voilà, il y a cette arrière-pensée-là qui existe. Mais au-delà de cette polémique, il faut quand même noter que c'est une très bonne décision, c'est une initiative qui n'a pas encore abouti, qu'il faudra passer, je ne sais pas, par décret ou bien devant le Parlement. Je ne sais pas comment le gouvernement compte agir à ce niveau-là. Mais si cette proposition, cette idée aboutit, moi je pense que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne solution et une très bonne décision. Dans le sens où il y aura des garde-fous quand même pour ces gens-là qui auront à répondre par rapport à la gestion et aux responsabilités qui leur ont été confiées. Et de ce fait, ils ne pourront plus représenter, je le disais tout à l'heure, en expliquant que ce sont des gens qui portent nos voix. Ce sont des gens qui portent nos aspirations. Ce sont des gens qui doivent porter des solutions et se mettre au-dessus de la mêlée. Si ces personnes-là, à qui nous avons eu confiance en votant pour eux, ou bien en votant pour des gens qui les ont mis sur place, il y a quand même une trahison, une forme de déception par rapport à la mission qui leur a été confiée. Ça permet de faire un lien avec le débat de tout à l'heure, le premier thème de l'émission. Dans un pays, je reprends l'exemple de la France, comme la France, il y a eu un ancien Premier ministre qui a été, Alain Juppé pour ne pas le nommer, qui a été 10 ans, qui a été condamné dans un premier temps à 10 ans d'inéligibilité avant que cette peine ne soit ramenée à 1 an par rapport à des emplois fictifs. Cette condamnation a eu lieu en 2005 et ça l'a, d'après certains,
certains analystes, ça l'a empêché à concourir, mais vraiment comme ça devait l'être à l'Élysée. Donc, si nous avons tendance à copier énormément sur la France, pourquoi ne pas copier quelque chose que je trouve vraiment totalement légitime, et c'est une mesure, je me répète peut-être, qui vraiment trouve sa légitimité par rapport au précédent qu'il y a eu, par rapport aux nombreux exemples de personnes ayant détourné de l'argent, ayant pris les deniers publics sénégalais et qui continuent à être censés représenter certains Sénégalais. Oui, exactement. C'est une question aussi très pertinente et d'actualité. Là aussi, pour moi, c'est un lien avec ce que dit Moussa tout à l'heure. Pour moi, si quelqu'un gère, il doit rendre compte. C'est aussi simple que ça. Si on peut récupérer les ressources, on les récupère. On décide maintenant des sanctions et surtout de la durée. Parce que aussi, je pense que la durée doit être corrélée un peu à l'ampleur des faits. Pourquoi 10 ans? Pourquoi pas 5 ans? Pourquoi pas 20 ans? Parce que si les gens calculent 10 ans et que les autres ils disent 10 ans après moi je suis mort politiquement, c'est normal que les gens réfléchissent ainsi. Je pense qu'on doit mesurer en fonction de l'ampleur de la question. Pourquoi pas, jusqu'à aller même dire définitivement tu ne peux plus exercer ces fonctions-là. Parce que la personne, rien ne prouve que si elle revient, elle ne va pas refaire ce qu'elle faisait la fois dernière. Aussi, c'est frustrant. C'est comme s'il n'y a pas d'autres Sénégalais qui sont capables de gérer ce pays-là. Je pense qu'il faut aller vers des personnes responsables et que c'est normal aujourd'hui que le débat soit posé. C'est une bonne chose en soi. Le principe est tout à fait acceptable. Maintenant, il faut discuter pourquoi 10 ans et comment le mettre en œuvre. Mais il y a une question qui a été posée aussi par les internautes. Ils se demandent pourquoi pas aussi que cette question doit aussi concerner peut-être ceux qui sont dans le privé, qui sont tentés aussi, en détournant l'argent dans le privé, d'investir dans la politique. Bien sûr, mais parce que si on crée une loi, si la loi, c'est pour tous les Sénégalais. C'est pour tous les Sénégalais. En France, la première mesure, c'est une loi datée de 1995 sur le financement des partis politiques. Donc, que vous soyez dans le privé, dans le public, c'est par rapport à ce financement des partis politiques. Il y est prévu une peine d'inéligibilité de 10 ans pour prise illégale d'intérêt. Donc, public ou privé, c'est selon. Les personnes sont soumises à la même loi. Donc, cette combinaison pour revenir sur la peine de 10 ans, la peine de 10 ans qui a été, comment dire encore, je perds mes mots, mais qui a été proposé, c'était la corrélation de deux textes. Donc, sur le code électoral, un article du code électoral et la loi sur le financement des partis politiques. Au Sénégal, pourquoi on ne créerait pas quelque chose de ce genre qui pourrait englober toutes les formes de délits, entre guillemets, excusez-moi, que les personnes, autant du privé que du public, pourront commettre? Cham, c'est une question bien précise où la loi doit être impersonnelle, elle ne doit pas seulement être appliquée à ceux qui ont géré des deniers publics. Il y a aussi ceux qui sont dans le privé, qui seraient tentés, à travers le privé, d'investir la politique aussi, parce qu'ils ont fait de la prédation quelque part. Je suis tout à fait d'accord avec cette question sur ce que Moussa vient de dire. Mais là aussi, il faut nuancer, parce que gérer des deniers publics, c'est plus fort en réalité. Parce que c'est vrai qu'un crime, c'est un crime. Il faut maintenant que je ne suis pas juriste, je suis économiste. Je ne peux pas m'aventurer sur la question. Mais le principe aussi, je suis d'accord, c'est-à-dire quelqu'un qui gère. Parce que quand on confie quelqu'un, c'est parce qu'on lui fait confiance. Et si la confiance n'est plus là, c'est normal qu'il faut revoir, il faut pas donner, ou bien aussi trouver des moyens de verrouiller le système. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, quel est l'impact que ces détournements font dans l'économie sénégalaise? Bon, c'est difficile de mesurer, mais déjà il y a des pertes de valeur là, c'est à ce niveau. Les détournements sont souvent cause un problème même de motivation de la population. Quand tu gères une petite entreprise, tu te lèves tous les jours à 7h du matin, tu rentres à 19h le soir et que tu fais un petit chiffre d'affaires, qu'à côté tu vois des gens non méritants qui ont beaucoup de ressources, peut-être ça même décourage même le citoyen lambda d'être encore motivé. Donc aujourd'hui, on peut dire que ces détournements sont très néfastes sur l'économie sénégalaise. Maintenant, ça pose un peu le débat même du blanchiment d'argent, parce qu'aujourd'hui les gens disent que moi j'ai pas de preuves, mais beaucoup de gens disent que à l'époque de Maître Wade, l'argent circulait, il y avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on n'a pas assez
de ressources. Pourquoi? Parce qu'on a un peu verrouillé le système. Mais il faut... Moi, je dis qu'il y a une chose, maintenant, si vous voyez les détournements, vous partez à Dakar, vous voyez beaucoup d'immeubles. Il y en a qui disent ça, c'est des immeubles peut-être qui sont issus de ces détournements et ainsi de suite. C'est vrai que, économiquement parlant, si on met à côté, il y a beaucoup de blanchiment dans l'immobilier. Dans l'immobilier, il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas assez de preuves pour le dire. Le rapport de Giaba l'a bien noté. Exactement. Dans l'immobilier, on voit beaucoup d'immeubles qui coûtent beaucoup de millions chaque jour. Même dans les régions, moi je suis à Thiès, même dans les régions... Combiné au niveau de vie des Sénégalais, ça pose problème. Oui, les Sénégalais ne comprennent pas. Quand on dit qu'aujourd'hui il y a une pauvreté absolue, il y a l'essentiel, plus de la moitié de la population vit au-dessus du seuil de pauvreté. Et qu'à côté on voit beaucoup d'immeubles, beaucoup de belles voitures, ça pose problème. Maintenant, il faut creuser davantage et donner des réponses assez pointues sur la question. Moussa Diop, vu de là-bas en France, là où vous êtes, certains disent que peut-être que les riches des pays pauvres sont plus riches que les riches des pays riches. Mais moi, je vais donner une anecdote sans citer de nom. Quand j'étais étudiant, il m'est arrivé, comme je pense Ibrahim Thiam doit connaître, d'aller pendant l'été travailler pour emmagasiner un peu d'argent pour la rentrée ou bien les premiers mois de l'année scolaire, de l'année universitaire, excusez-moi. Il m'est arrivé de rencontrer une personnalité politique sénégalaise qui était en train de flamber des millions en Corse, mais des millions. C'est une personnalité, je ne citerai pas son nom, et qui en dépensé plus que ce qui était dans des croisières et autres. Donc c'est une anecdote que je donne comme ça. Et vu de France, pour revenir à votre question, excusez-moi, c'est quand même problématique. On se dit, le Sénégal est censé être un pays dont le développement n'est pas la chose la plus connue de ce pays, et qu'il y ait des gens immensément riches. Vous allez dans les grandes avenues parisiennes, vous trouverez des appartements pas loués, dont des Sénégalais sont propriétaires, qui font par exemple partie du régime précédent, sortant. Donc de France et surtout de la diaspora, ça interroge, ça interpelle. On se dit comment ces gens-là, vu les salaires qui sont censés être les salaires sénégalais, comment ces gens-là, en un laps de temps, peuvent emmagasiner une fortune colossale de ce type-là pour se payer des vacances de cette nature-là, des propriétés de cette nature-là, et avoir un niveau de vie qui choque. Nous, personnes de la diaspora, nous regardons avec beaucoup d'inquiétude sur l'avenir du Sénégal, ces comportements-là, et je me répète également, c'est un très mauvais signal donné sur un pays qui est censé travailler, qui est censé s'en sortir, parce que ce n'est pas un secret de polichinelle, le Sénégal n'a pas énormément de ressources minières. Donc pour emmagasiner autant d'argent en un laps de temps, le pas est vite fait de dire qu'il s'agit de corruption et de détournement de deniers publics. Et dans l'investissement que doivent faire les gens de la diaspora, parce que l'actuel président Macky Sall disait même que la diaspora voulait faire même, je ne sais pas si c'est une promesse qui tombe à l'eau ou bien si elle va être réalisée, faire de la diaspora une 15e région du Sénégal. L'apport de la diaspora sénégalaise, qui est un peu éparpillée un peu partout dans le monde, dépasse largement l'aide au développement. La diaspora, d'après les recensements qui ne sont pas officiels, un recensement qui n'est pas officiel, ce n'est pas très logique, dépasse les 3 millions de Sénégalais à l'extérieur. Donc vraiment, c'est assez nombreux comme population. C'est une population assez nombreuse. Et cette diaspora-là, par rapport à ces détournements, par rapport à ces mauvais signal qu'on leur envoie, je pense que ça réprime un peu l'investissement de la diaspora dans le développement du Sénégal. Et cet investissement-là peut apporter son lot dans le développement du pays. Ce n'est pas seulement l'investissement de la diaspora qui peut avoir des problèmes. Les investisseurs eux-mêmes regardent un peu, selon les pays, la confiance, l'environnement des affaires, comme on dit. Exactement. L'environnement des affaires aussi est un thème très très important, parce qu'il s'agit en réalité de voir
l'horizon. C'est-à-dire souvent les gens raisonnent en court terme, moyen terme et long terme. Plus ils pensent que c'est assaini, plus ils investissent. Souvent il y a des périodes de perturbation où ça ne circule pas, comme on dit. Tout simplement parce que l'investisseur, lui, quand il met son argent, à court terme, c'est comme le cultivateur qui sème, il attend la pluie. Donc il y a un temps, 3 mois ou pour le cultivateur peut-être, et 3 ans pour 10 ans même souvent pour l'investisseur pour que l'investissement rapporte. Donc s'il y a de mauvais signaux de la population par leur comportement, par leur investissement, c'est sûr que ça affecte négativement le comportement des investisseurs. Ça nous permet aussi d'aborder l'autre sujet, c'est concernant les services et les réseaux sociaux, comment le Sénégal peut en tirer les opportunités. Moussa Diop, vous travaillez dans ce secteur-là bien précis. Aujourd'hui, est-ce que le Sénégal peut profiter des services et des réseaux sociaux pour davantage booster son économie? Mais bien sûr, Alassane Samba Diop. Je pense qu'en l'état actuel, ce sont des secteurs de l'économie sénégalaise qui ne connaissent pas un développement escompté. Les réseaux sociaux, je ne dirais pas que c'est tendance, même si je le dis, je suis plus moi-même tendance. Donc ça a dépassé le cadre de tendance ou pas tendance. Ce sont des réalités économiques qui existent, que des gens utilisent, mais vraiment dans un dessin économique, en France, en Europe, aux États-Unis, dans certains pays africains, pour participer au développement des pays. En France, de plus en plus, il y a ce qu'on appelle des start-up. Qui sont dans des zones d'incubation qui permettent à ces startups-là de se développer doucement, et qui comptent au départ moins d'une dizaine d'employés. Et au final, ils deviennent quelque chose d'assez important, parce que pour les réseaux sociaux et les services, au départ, on n'a pas besoin d'énormément de monde, et au finish, ça peut rapporter gros. Au Sénégal, pour l'instant, je pense que dans chaque famille, il y a un ordinateur, les gens sont connectés soit sur Twitter, sur Facebook, ou bien les réseaux sociaux professionnels. Mais que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des sociétés qui existent, il n'y a pas encore ce développement escompté. Et je pense qu'on peut y aller parce qu'il y a de la marge et il y a quelque chose à prendre là-dessus. Par rapport aux services et aux réseaux sociaux, c'est très important. Mais moi-même, souvent, en parlant avec nos étudiants et tout, on dit que c'est une innovation, les réseaux sociaux. Une innovation, par définition, c'est toujours parce qu'il y a un problème particulier. Les gens veulent résoudre des difficultés qui existaient par le passé. Les gens n'ont pas le temps. Les gens ne veulent pas dépenser beaucoup pour quitter le Sénégal et aller jusqu'en Chine pour faire 2 heures de temps, dépenser beaucoup d'argent. Si on peut le régler à distance, c'est ça l'innovation en réalité. Donc, il faut en faire un bon usage en réalité. Mais dans nos économies, je peux même dire qu'il y a un effet négatif. Je pèse mes mots, parce que même si vous voyez aujourd'hui l'élève ou l'étudiant qui passe son temps sur Facebook, qu'est-ce qu'il fait sur Facebook? Plus à jouer que pour faire des choses utiles et pour la population et pour lui-même. C'est-à-dire, si ces innovations ne sont pas utilisées de façon efficace et efficiente, ça ne sert pas à grand-chose en réalité. Donc c'est un potentiel. On dit que c'est une opportunité, il faut l'exploiter. Et dans le bon sens. Aujourd'hui au Sénégal, maintenant, il faut peut-être encadrer davantage la population, à commencer même par les universitaires qui créent ces réseaux. J'ai vu beaucoup de cours maintenant, si vous allez, il y a une innovation c'est vraiment utile et intéressante si les gens sont conscients de l'utilité. C'est comme le portable. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un portable qui coûte 300 000, alors que tout ce qu'il fait avec le portable, c'est pour téléphoner. C'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup de services, beaucoup de produits. D'applications, merci beaucoup. Beaucoup d'applications, c'est pour aider. Selon tes besoins, tu n'as pas le temps, tu as un petit matériel, tu as tout avec toi. C'est-à-dire c'est des outils de travail. C'est ça l'innovation, c'est ça les réseaux sociaux, c'est ça aussi tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Donc, même aujourd'hui, dans la presse sénégalaise, je pense peut-être qu'elle n'a pas encore saisi les véritables opportunités de ces réseaux sociaux. Il m'est arrivé en 2010, l'été 2010, si ma mémoire est bonne, de faire un papier sur ça. Si les journalistes sénégalais étaient à la page, donc si les journalistes sénégalais étaient adeptes de ces réseaux sociaux dans le sens professionnel.
pas dans le sens où avec Cham, on est quand même, on a eu à partager une expérience à l'extérieur et on se parle en se donnant des nouvelles. Donc, la position géostratégique du Sénégal actuellement au niveau de l'information, c'est une position extrêmement importante. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le Sahel, tout ce qui s'y passe, les gens prennent Dakar comme un point focal où, à partir de Dakar, les gens peuvent aller au Mali, peuvent aller au Niger, peuvent aller partout pour faire des reportages. Les journalistes sénégalais qui sont ici peuvent, dans mon humble avis, tirer profit de ces réseaux sociaux-là en vendant des contenus, en se vendant eux-mêmes avant de vendre des contenus, en se vendant eux-mêmes, parce que si je fais un article, un reportage, un billet, je ne sais pas, peu importe le contenu journalistique, je peux le poster sur mon réseau social ludique ou professionnel et ça peut permettre à la personne qui est à Denver aux États-Unis, la personne qui est dans l'Ariège en France, la personne qui est, je ne sais pas, à Tambacounda, à Guidiri ou ailleurs, d'avoir accès, ces mêmes personnes-là ont le même accès au même moment. Et les chaînes américaines, anglophones, francophones, lusophones ou ailleurs, qui voient ça, peuvent se dire, écoute, il y a Alassane Samba Diop à Dakar, j'ai besoin d'un éclairage sur tel ou tel, et de te contacter sur le réseau social. Je pense qu'il y a quand même beaucoup à faire là-dessus. Un réseau social, dans sa définition étymologique, c'est un ensemble d'identités sociales, d'individus comme d'organisations, parce qu'on parle d'individus, mais il y a les organisations, il y a les sociétés, il y a RFM, je pense qu'il y a plusieurs réseaux sociaux plutôt. Donc ces ensembles d'identités sociales reliés par des liens créés lors d'interactions sociales. Ça, c'est la définition étymologique. Ces interactions permettent quand même une utilisation de l'intelligence collective dans un esprit de collaboration en ligne. Et c'est cette collaboration en ligne qui peut permettre quand même aux journalistes sénégalais de pouvoir vendre du contenu, de pouvoir avoir une position... Ça de créer une plus-value économique. Mais bien sûr, bien sûr. Ça permet de gagner de l'argent. Ça permet de gagner de l'argent et de raccourcir les distances. Tout à l'heure, Ibrahima Thiam donnait l'exemple des gens qui sont dans différentes zones géographiques et qui parviennent à se parler régulièrement à travers les réseaux sociaux. Et ces personnes-là, l'exemple peut être multiplié à souhait sur l'utilisation professionnelle dans les milieux journalistiques de ces réseaux sociaux. Même dans les services internationaux, que ce soit dans la presse écrite ou la presse parlée, les gens, moi j'en connaissais, je ne sais pas si ça a évolué ou pas, des personnes qui étaient chargées de la page internationale et qui n'étaient pas sur les réseaux sociaux. C'est quand même problématique. C'est quand même problématique. Ce sont ces personnes-là qui doivent être en avance, de l'utilisation de ces réseaux sociaux qui peuvent apporter quand même un certain plus-value à l'économie sénégalaise. Oui, justement par rapport à l'économie sénégalaise, est-ce qu'aujourd'hui les autorités sénégalais ont saisi cette opportunité de réseaux sociaux pour développer l'économie, vulgariser ce que les Sénégalais font pour que ce soit beaucoup plus important que, par exemple, un paysan de Djidakar, aujourd'hui qui a des fruits et des légumes à vendre, peut à travers les réseaux sociaux chercher des marchés sur le plan international? Exactement, c'est-à-dire c'est assez rare. Même ce qu'on appelle le e-commerce peut se faire à travers ces technologies. En fait, c'est comme pour gagner du temps. Le monde est devenu un village planétaire, comme disait l'autre. Mais je pense que ces opportunités ne sont pas encore très bien saisies au Sénégal. Il y a des tentatives, mais c'est très timide au niveau national. J'en connais des gens qui sont à fond dans ces... Mais il faut vulgariser encore une fois, il faut sensibiliser la population, il faut les former pour qu'ils comprennent. Même nous, aujourd'hui, on a un très problème. On dit aujourd'hui même le niveau de français est faible, et ainsi de suite. Parce que l'utilisation qui a été faite de ces groupes, de ces services, de ces réseaux sociaux, c'était pas, en tout cas, je suis sûr que c'était pas l'esprit de ces réseaux. Les Sénégalais, je vois même beaucoup d'intellectuels aujourd'hui qui sont même découragés sur Facebook. Moi, j'ouvre très rarement mon compte parce que tout simplement, il y a
c'est comme si c'est dégradé par rapport à l'utilisation. Mais l'économie sénégalaise peut saisir cette opportunité. Il faut maintenant des formations dans ce sens pour aider la population à utiliser ces réseaux de manière plus efficace. Pour créer des emplois. Parce qu'au-delà de ce caractère ludique, il y a quand même des réseaux sociaux professionnels qui sont spécialisés dans cela. Donc moi je vais citer personne pour ne pas faire de pub, mais vraiment ces réseaux sociaux professionnels permettent quand même de se vendre, de vendre du contenu. Le net, on est au web 2.0, mais c'est vraiment, il y a une interactivité qui est là, qui doivent nous bénéficier, qui doivent nous profiter sur le plan professionnel et sur le plan économique, qui est quand même le centre de ce débat. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne puisse pas l'exploiter comme ça devait l'être. Est-ce que justement il n'y a pas de responsabilité des autorités par rapport à cela? Parce qu'ils doivent éduquer les populations, leur montrer la bonne voie. Ils ont été élus justement pour gérer ça. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Même nous, universitaires, on est concernés. On doit même jouer le premier rôle sur l'orientation de ces formations, même sur les petites formations, ou entre guillemets, ou de bac plus 2, bac ainsi de suite, formation professionnelle, où on utilise de manière plus importante ces réseaux. C'est vrai que l'autorité aujourd'hui est responsable, parce qu'il faut qu'elle aussi, elle monte la voie par ces pratiques aussi faciles, c'est très simple, c'est accessible. Mais aujourd'hui, en tout cas, si vous voyez même, moi je le répète souvent, même le niveau faible de nos étudiants, des élèves et tout, est lié un peu à une mauvaise orientation sur l'utilisation qu'on devait faire de ces réseaux sociaux. Avec les textos qui sont mal écrits. Avec les textos, avec même quand ils envoient un mail, ils ont l'habitude. Moi, je dis souvent, quand tu écris à une autorité, tu dois au moins relire 2 fois avant d'envoyer. Mais ils écrivent comme s'ils écrivaient à leurs camarades, et ainsi de suite. Ça a créé, en tout cas, il y a un changement au niveau du comportement. Et globalement, l'effet escompté de ces réseaux sociaux sur la population sénégalaise, sur même les entreprises, parce qu'aussi il faut parler surtout des PME qui peuvent aujourd'hui utiliser ces réseaux sociaux pour créer une connexion entre le Sénégal, le Mali, le Niger, et ainsi de suite. Ils peuvent travailler ensemble via ces réseaux sociaux. Mais c'est pas encore, peut-être la culture évolue, le Sénégalais il est trop jaloux de sa tradition. Et peut-être qu'il faut un peu les pousser à aller vers ces pratiques. Sur cette tradition-là, il faut rappeler tout simplement que l'Afrique, la Constitution, pour ne pas faire de généralisation imbécile, les Africains, de tout temps, mais vraiment, ont eu à développer des réseaux sociaux. Pour preuve de ce que j'avance, les premières études sur la théorie des réseaux ont été faites en Zambie. 1967. Donc voilà, c'est par l'école de Manchester. Donc si les Américains, les Anglais ou les Français sont venus ici étudier comment nous fabriquons des réseaux, c'est pas un hasard. Donc c'est simplement un retour vers nous de quelque chose qui a été créé à la base ici. Et Internet a permis cette vulgarisation-là et de raccourcir un peu plus sur la base de ce qui existait en Afrique, de raccourcir un peu plus parce que l'Afrique a montré un modèle et donc Internet a permis simplement de raccourcir un peu plus et de vulgariser ce modèle qui existait déjà en Afrique. Même dans nos sociétés ancestrales et traditionnelles, ces réseaux sociaux-là, les modèles de ces réseaux sociaux-là existaient. Parce que le problème donc c'est que nous on invente, c'est les autres qui en profitent. Comme beaucoup. Comme les richesses minières et autres. Voilà. Merci infiniment à mes invités d'avoir été avec moi. Je rappelle que j'avais sur ce studio de la RFM Dr Ibrahima Thiam, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Thiès, spécialiste des questions monétaires et financières et questions de politique publique, co-auteur du livre Structure et dynamique de l'économie sénégalaise. Moussa Diop, journaliste diplômé d'histoire, spécialiste des réseaux sociaux et économiques et ex-chef éditorial à Africa 24, et aussi qui a travaillé aussi comme correspondant du Soleil à Paris. À la technique, Abla Diop, micro à la